On a vu dans la précédente vidéo que le clivage gauche-droite a porté différents noms au cours de l'histoire. Républicain contre royaliste, moderniste contre traditionnaliste, progressiste contre conservateur, gauche contre droite, mondialiste contre souverainiste, etc. Les appellations changent car les idées qu'ils défendent changent avec le temps et souvent les idées que les uns défendaient au siècle dernier sont défendues par leurs adversaires au siècle qui suit. Car ce qui arrive à chaque génération, c'est que divers courants du même camp se combattent, un courant étant plus jeune, plus radical et plus extrême que son prédécesseur, pousse ce dernier dans les bras du camp adverse de l'ennemi de la veille, ce qui crée des alliances et des guerres incohérentes sur le plan philosophique. Et ces incohérences dans le monde des hommes et de la politique finissent par brouiller notre compréhension du monde des idées. Ce qui fait que depuis 2 siècles, gauche comme droite ont souvent fini par réaliser ce qu'ils combattaient à l'origine, comme s'ils étaient les jouets des idées qu'ils croyaient contrôler. Ce que je vous propose ici est d'isoler le monde des idées du monde des hommes pour mieux comprendre les logiques philosophiques qui se cachent derrière les mouvements de gauche et les mouvements de droite et de mieux détecter leurs incohérences. Car le monde des idées est structuré et logique, alors que le monde réel est fait de contradictions et de compromis. Pour faire ce voyage généalogique dans le monde des idées, je vous propose les 4 angles d'analyse suivants que j'ai montés à partir du livre La haine du monde de Chantal Delsol. Les démiurges versus les jardiniers, l'émancipation versus l'enracinement, la métaphysique de l'illimité versus la métaphysique de la limite, l'individualisme versus le personnalisme. Dans la précédente vidéo, on a vu la philosophie du démiurge versus celle du jardinier. La philosophie du démiurge, ou l'utopie de l'homme nouveau et de la table rase, vient de la philosophie de l'émancipation. On peut voir la logique de la gauche et celle de la droite comme un affrontement entre la philosophie de l'émancipation et celle de l'enracinement. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La modernité repose sur 3 piliers: l'État moderne, le marché et l'individu. Ces 3 éléments sont les facettes politiques, économiques et philosophiques d'un même phénomène. La postmodernité est en réalité une hypermodernité, puisque l'État et le marché sont de plus en plus envahissants, et l'individualisme est devenu hyper-individualisme avec la révolution culturelle des années 70. Le présent contre le passé. Le jacobinisme, qui a donné naissance au totalitarisme, vient du postulat apparu au XVIIIe siècle, selon lequel jusqu'ici les hommes ont vécu dans des conditions anormales qu'il faut changer. C'est l'idée de pouvoir dénouer le drame de l'histoire. Il faut s'émanciper du passé. Le marxisme ou le communisme, qui suivent le jacobinisme, poussent encore plus loin cette notion d'émancipation. Il suppose que la société jusqu'ici n'était pas normale et que les gens doivent la déconstruire, s'en émanciper, se désaliéner pour retrouver leur véritable humanité. Pendant la Révolution française, les Vendéens et les Lyonnais furent massacrés en masse en tant que gens du passé. Pendant la Grande Terreur de 1937 à 1938 en URSS, 767 395 personnes qualifiées de gens du passé ont été exécutées ou déportées. Nos sociétés postmodernes définissent aussi leurs ennemis par leur retard historique. L'homme blanc et hétérosexuel, par exemple, est aussi un homme du passé. Dans la novlangue de 1984 de George Orwell, l'ancien était aussi synonyme d'obscur ou de mauvais. Pour les jardiniers, le présent n'est pas contre le passé, mais il est l'obligé du passé. Cette réponse peut se résumer par cette citation d'Émile Littré. La formule révolutionnaire nous répond qu'alors les hommes n'ayant été ni libres ni égaux, ces sociétés, desquelles la nôtre provient, ne furent que mal et misère. Fausse réponse, car ces sociétés ont eu leur grandeur, leur beauté, leur bonté. Anarchique réponse, car elles rend le fil de la tradition et tient l'histoire pour non avenue. Réponse immorale, car elle nous ôte la pieuse reconnaissance que nous devons à nos aïeux
pour nous avoir préparé par leur labeur un monde de plus en plus éclairé et sanctifié. L'individu contre les particularités. La peur des dominations comme celle de la famille, de la religion, du village, de la paroisse, de la nation, hante la modernité. Cela vient des excès que ces particularités ont montrés dans le passé et des inégalités qu'elles créent inévitablement, et parce qu'elles ne permettent pas de voir le monde de manière universelle. C'est pourquoi l'émancipation se traduit par un rejet des particularités. Que veut-on dire par particularité ? Est particulier ce qui concerne non pas un seul individu, on parlerait alors de singularité, mais un groupe d'individus et un groupe seulement, sinon on parlerait d'universel. Il s'agit des groupes d'individus réunis par affinité ou analogie et agissant ensemble parce que possédant d'une manière ou de l'autre quelque chose en commun. C'est la définition de Chantal Delsol. Être un particulier donc, c'est faire partie d'un groupe, d'une famille, d'un syndicat, d'une corporation, d'une religion, d'une patrie. La philosophie de l'émancipation a une aversion pour ces particularités qui peuvent causer des inégalités et des tyrannies internes. Elle voudrait que nous appartenions à l'universel juste en tant que singularité, sans passer par les particularités. Pour y parvenir, divers moyens ont été utilisés en 2 siècles. La Révolution française utilise la terreur pour abolir les identités régionales, elle supprime les corporations, ferme les universités pendant 1 siècle, c'est symbolique, car universitas signifie communauté. Les syndicats de travailleurs ne seront autorisés qu'en 1884. Les soviets utilisent aussi la terreur pour abolir la féodalité et la classe bourgeoise, séparer les familles et disperser des villages. La postmodernité utilise la déconstruction, l'historicisation, la dérision, la repentance, les technologies, les médias et le divertissement pour réformer les peuples d'Occident et leur faire honte de leur passé. Apostat, nous sommes dans la récusation permanente de tout ce que nous avons été auparavant. Et nous n'avons pas de monde de rechange à proposer pour remplacer celui que nous détruisons. Chantal Delsol. La postmodernité utilise aussi les aides de l'État pour affaiblir l'interdépendance entre les gens. La solidarité nationale remplace les solidarités familiales, intergénérationnelles, de voisinage, etc. Elle détruit donc l'autorité des groupes sur les individus et la complémentarité. La complémentarité qui fonde la particularité est l'ennemi de l'égalité. C'est pourquoi dans les écoles, le discours sur le genre vise à en finir avec la complémentarité des sexes. Les sexes doivent devenir tellement égaux qu'il ne doit plus y avoir de complémentarité entre eux et donc plus de différence. Donc, après avoir remis en question les différences sociales et nationales, qui pouvaient être vues comme construites et arbitraires, on commence à rejeter même les particularités sexuelles. Pour rendre cette transformation possible et légitime, on prend des exceptions pathologiques et on en fait des catégories pour minimiser les 2 sexes. En mettant en avant la diversité des personnes queer, on présente les sexes hommes et femmes comme des catégories partielles. L'hétérosexualité cesse d'être une norme pour devenir un choix parmi d'autres, pas plus normal que les autres. L'insistance de l'éducation nationale à montrer des films avec des personnages androgynes vise à habituer les enfants à ignorer les différences. Mais pour les conservateurs, on en arrive à nier des particularités profondément ancrées dans notre humanité. C'est vrai que les groupes humains peuvent créer des inégalités vu qu'ils dépendent de la complémentarité entre les gens. Ils peuvent aussi provoquer des conflits car chaque groupe veut défendre ses caractéristiques et doit pour ça rester puissant. Le jardinier l'admet volontiers, mais sa peur est autre. Il craint de jeter le bébé avec l'eau du bain. Le bébé, c'est la sociabilité. Détruire ce qui gêne est possible, mais qu'est-ce qu'on perd en même temps ? Le jardinier reproche au démiurge de ne pas prendre en compte la protection que le fort offre aux faibles en échange de son obéissance, comme le formulait la féodalité « je te sers, tu me protèges ». Même cet échange est vu comme intolérable par la postmodernité.
elles préfèrent assurer la protection nécessaire par l'État, froid et distant. Il n'y a alors plus d'obligation, ni d'obéissance, ni de reconnaissance. Pourtant, l'État contrôle aussi les individus qu'il protège. Quand les groupes intermédiaires sont éradiqués et que l'émancipation s'accélère, les hiérarchies qu'on déteste laissent rapidement place à la solitude de l'individu, ce qui équivaut pour les conservateurs à créer une tyrannie des forts sur les faibles, vu que la plupart des individus ont besoin du soutien et de la solidarité des groupes. L'État peut compenser en partie la disparition des solidarités concrètes, ça donne des sociétés qui ont des biens et des services, mais qui sont pauvres en liens sociaux. C'est ce qui explique pourquoi une certaine droite a rejoint le libertarisme, qui était à l'origine un mouvement d'extrême gauche. À la base, le libertarisme s'inscrit dans l'idéologie de l'émancipation, comme le marxisme et la postmodernité. Il vise à supprimer l'État comme intermédiaire entre l'individu et l'espèce. En revanche, le libertarisme de droite vise à retrouver l'autonomie des petites communautés face à la toute-puissance de l'État. Ça donne une alliance entre deux courants similaires en apparence, mais antithétiques dans leur motif de départ. La vie culturelle remplacée par la vie biologique. Pour les jardiniers, rejeter la particularité et les groupes intermédiaires non seulement renforce le contrôle de l'État, isole l'individu, mais en plus appauvrit sa singularité, car notre originalité vient de notre façon unique de nous nourrir de nos petites et grandes communautés et de les digérer. Les jardiniers reprochent aux démiurges de ne rien proposer pour remplacer le monde qu'ils détruisent. Ils effaceraient non seulement leur propre culture, mais la culture en général. Quand toutes les structures d'autorité sont remises en question et les liens sociaux sont rejetés pour éliminer les hiérarchies et les inégalités, on ne se retrouve pas avec une culture différente, mais avec une société sans culture. Or, une société qui abandonne l'idée de culture par déception ne peut plus défendre que la vie biologique, d'où l'obsession des postmodernes pour la santé et la montée en puissance de la biopolitique et du discours antispéciste qui réduit l'humain à sa biologie. Même quand la postmodernité défend l'écologie, elle ne défend que l'écologie biologique et ignore l'écologie humaine. Les choses de l'esprit sont niées et l'humain isolé et appauvri est réduit à sa biologie. Le délitement social forcé est voulu. L'isolement des individus se produit quand les élites veulent accélérer l'histoire et pousser l'émancipation plus loin que ce que le peuple peut supporter. Jacques Attali le décrit ainsi. L'acceptation du neuf comme une bonne nouvelle, de la précarité comme une valeur, de l'instabilité comme une urgence et du métissage comme une richesse, afin de faire de nos sociétés des tribus de nomades sans cesse adaptables, autrement dit, la suppression de toute racine. Les élites sont généralement plus en faveur de l'émancipation que les classes populaires, probablement parce que ces dernières ont moins la capacité de s'adapter. À celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien, disait Jaurès, et qui n'a rien a le bon Dieu, disait Victor Hugo. Les Occidentaux vivent depuis 2 siècles le même déchirement que les pays anciennement colonisés qui ont dû s'occidentaliser par la volonté de leurs élites. Il suffit de voir avec quelle hâte et fanatisme l'administration européenne impose l'idéologie du genre dans tous ces pays. C'est que l'émancipation, au lieu d'être un processus de grandissement de l'humain, exploratoire et prudent, est devenue une idéologie qui se plaque sur les peuples de manière artificielle et forcée. Mais l'isolement de l'individu peut aussi venir de la société elle-même. Le mouvement intellectuel et petit bourgeois de mai 68 en est un bon exemple. Il abat le patriarcat qu'il n'accepte plus. Aujourd'hui, nous assistons à ce que Vincent Coquebert appelle la civilisation du cocon. C'est la volonté des gens de s'auto-confiner, de faire venir le monde dans leur domicile grâce au numérique et de se faire leur propre monde à leur image. Mais ces phénomènes ne sont que l'aboutissement d'un processus de délitement social commencé il y a 200 ans par la philosophie de l'émancipation de l'individu de ses groupes d'appartenance. L'universel contre l'incarné. Les démiurges croient qu'un individu, son groupe d'appartenance, pourra accéder directement à l'universel, c'est-à-dire se sentir relié à tous les humains sans passer par les intermédiaires qui ont fait tant de mal.
Par exemple, les soldats français morts au combat ne sont plus morts pour la France, on dit plutôt qu'ils sont morts pour les valeurs de la République. L'Europe n'est plus un territoire des peuples, une histoire et des cultures, on dit que c'est un espace uni par des valeurs abstraites. De même, on veut que les enfants soient éduqués par l'école neutre et laïque en évitant autant que possible l'éducation familiale. Mais pour la droite, les humains sont incarnés, pas abstraits. Les soldats français peuvent accepter de sacrifier leur vie pour la liberté, mais cela passe par l'histoire de la France qui défend cette liberté. Un soldat qui meurt pour une idée abstraite de liberté se sentira probablement floué, car la liberté abstraite n'existe pas. Il n'existe qu'une liberté française, américaine ou anglaise ou démocratique ou éducative dans des situations concrètes. Chacun sait que malgré le rejet des appartenances par l'URSS, les soldats soviétiques ont sacrifié leur vie dans la guerre contre les nazis pour leur patrie, pas pour l'universel abstrait du communisme. Staline les a appelés à défendre la Russie et non l'égalité, et il savait très bien pourquoi. Un enfant sera mieux éduqué par l'affection de ses parents qu'en lisant des textes abstraits sur l'éthique. Il n'apprendra à aimer les autres qu'en ressentant d'abord de l'amour pour ses proches. Les leçons abstraites de la laïcité et de la tolérance ne lui seront pas utiles. Il n'y a qu'à voir l'intolérance de la jeunesse woke pour s'en rendre compte. Évolution généalogique. Au XVIIIe siècle, la gauche invente la nation. Avant ça, les sociétés européennes étaient organisées autour de royaumes, d'empires, de principautés et de seigneuries. Les royaumes étaient souvent définis par la personne du roi plutôt que par un peuple homogène. Le pouvoir était légitimé par le droit divin et les frontières changeaient souvent en fonction des mariages et des guerres. Les identités étaient plus locales que nationales, comme les seigneuries, les duchés et les provinces. Les pays regroupaient différents peuples sous une même autorité, souvent sans réelle unité culturelle. On ne disait pas la nation française, par exemple, mais les peuples de France. La gauche crée donc la nation pour faire disparaître les particularismes régionaux, les peuples de France. La Révolution française remplace le roi par la nation souveraine et l'identité nationale qui repose sur une unité culturelle et linguistique. Donc, si on comprend la droite au XVIIIe siècle comme le mouvement qui combat la démocratie, on ne comprend pas pourquoi c'est elle qui défend la nation depuis le XXe siècle et depuis le XXIe siècle la liberté d'expression et la souveraineté populaire, alors même qu'elle les combattait au XVIIIe siècle. Mais si on comprend qu'elle ne combattait pas tant la démocratie, qu'elle défendait ces enracinements régionaux qui se traduisaient par le roi, les seigneurs locaux, la chrétienté française et ses divers peuples. On comprend mieux pourquoi, une fois que ces enracinements lui furent arrachés, elle s'est réenracinée dans la nation. Tandis que pour la gauche, remplacer les particularités régionales par des particularités nationales n'était qu'une première étape vers l'émancipation. La deuxième étape visait à détruire la nation, l'État et la civilisation pour qu'il n'y ait plus d'intermédiaire entre l'individu et l'espèce, que ce soit à travers l'internationalisme marxiste ou le mondialisme de la nouvelle gauche et d'autres projets universalistes, on retrouve le même objectif. Des expressions comme citoyen du monde ou droit de l'homme montrent cette volonté d'effacer toute particularité autre que celle de l'espèce humaine. Mais même l'idée d'être humain devient une particularité à supprimer, comme le montre l'idéologie antispéciste. Du côté religieux, quand les révolutionnaires modérés veulent soumettre l'Église à l'État et que les jacobins tentent de remplacer le christianisme par le culte de la raison, c'est juste une première étape de l'idéologie de l'émancipation. Libéraux, communistes, fascistes et nouvelle gauche des années 60 ont tous voulu abattre le christianisme. Même les nazis ont essayé, non parce qu'ils cherchaient l'émancipation, mais parce qu'ils voulaient se réenraciner dans le pré-christianisme. Les nazis étaient des démiurges, tout comme leurs ennemis émancipateurs qu'ils détestaient et auxquels ils ont fini par ressembler. Face aux révolutionnaires du XVIIIe siècle,
Les royalistes, les Vendéens et une grande partie de la population sont restés attachés au christianisme et à l'Église. Entre le XIXe et le XXe siècle, alors que la foi chrétienne était affaiblie face à la religion du progrès, les conservateurs ont beaucoup défendu la culture chrétienne. Pas tant parce qu'ils étaient croyants, certains ne l'étaient déjà plus, mais parce qu'ils voulaient préserver leurs racines culturelles de 2000 ans. Grâce à ces résistants, la chrétienté a tenu encore 2 siècles avant de s'effondrer dans les années 60 et 70 un peu partout en Occident. Aujourd'hui, le combat s'est déplacé. Le camp de l'émancipation ne combat plus le christianisme, puisqu'il l'a abattu, mais cherche à en effacer la trace dans les mémoires et dans notre système de valeurs. On en arrive à nier qu'il existait une civilisation chrétienne, on paganise les prénoms, on laïcise les traditions chrétiennes, et on rejette la valeur accordée par le christianisme à la vie et à la dignité humaine, à travers la légalisation de l'avortement, de la PMA, de la GPMA et de l'euthanasie. Les antispécistes remettent en question la notion de dignité humaine. Si on voit ça comme une simple haine du christianisme, on pourrait penser que l'alliance entre la gauche et l'islam va durer. Mais en réalité, cette alliance appelée islamo-gauchisme est juste un outil pour l'idéologie de l'émancipation visant à en finir avec le christianisme avant de passer à l'étape suivante, celle de vider toutes les religions de leur sacralité, de leur foi et de leur sens. Qui sait, on verra peut-être un jour des Occidentaux se faire traiter d'extrême droite parce qu'ils défendront l'islam ou la culture woke. En tout cas, on voit aujourd'hui des athées et des juifs défendre l'héritage chrétien de l'Occident, c'est que la droite se réenracine là où elle peut, dans les ruines que la gauche n'a pas encore eu le temps de détruire. Mais il ne faut pas se leurrer sur l'islamo-gauchisme qui est une alliance provisoire entre 2 visions du monde antithétiques. Le but à long terme de l'idéologie de l'émancipation, qui est celle des instances internationales comme l'ONU, c'est la création d'une religion laïque universelle, réduite au strict minimum que tous les peuples pourraient adopter, puisqu'un dénominateur commun est un strict minimum. Certes, les caractéristiques de base du bien et du mal sont communes à toutes les cultures. Le bien est ce qui unit et le mal ce qui sépare. Mais l'universel s'arrête là. Dès qu'il s'agit de déterminer ce qui unit et ce qui sépare, les religions et les cultures sont rarement d'accord. Ici, l'idéologie de l'émancipation, qui est une mutation du christianisme, confond son particularisme avec l'universalisme. Elle condamne l'esclavage, défend les droits de l'homme, la liberté d'information, la recherche de la vérité, la liberté académique et prône l'égalité entre les hommes et les femmes, qui sont des particularités occidentales. Alors certes, l'idéologie de l'émancipation est beaucoup moins matérialiste et athée qu'au XXe siècle. Maintenant, les besoins essentiels évoqués par l'ONU ne sont pas seulement matériels, mais aussi spirituels et symboliques. On a abandonné l'économisme des premières gauches, libérales, socialistes et communistes. Mais on espère que ces besoins spirituels se manifestent comme du folklore ou dans une vague spiritualité panthéiste ou asiatique New Age. On se méfie des religions monothéistes traditionnelles à cause de leur potentiel fanatisme et de leur dualisme qui n'est plus à la mode, c'est-à-dire les distinctions entre l'âme et le corps, le matériel et le spirituel, l'humain et l'animal, l'homme et la femme, la nature et la culture, la transcendance et l'immanence. L'idée est de créer un monde vague et unifié, sans identité, sans frontières et sans guerre. La guerre ne doit être menée que contre l'obscurantisme, qui désigne généralement les opposants à l'idéologie de l'émancipation, présentés comme des ennemis de l'humanité tout entière. Bien sûr, on peut penser que toutes les cultures préfèrent la paix à la guerre, mais leurs critères pour décider ce qui peut être sacrifié à la paix ne sont pas forcément les mêmes. L'islam, qui signifie soumission ou reddition, propose la paix à condition qu'on se soumette à la charia. Les chrétiens et les bouddhistes aussi appellent à la paix à longueur de journée, mais pas aux conditions de l'islam. L'universel, c'est la volonté de paix, mais chaque particularisme a son idée sur comment y arriver.
L'idéologie de l'émancipation a son idée particulière elle aussi, à travers le marché, la laïcité, le matérialisme, la rationalité, le multiculturalisme, etc. Elle est un particularisme qui se prend pour un universel et qui détruit tous les autres particularismes en croyant atteindre l'universel. Du côté de la famille, quand la gauche défend des modèles familiaux divers comme les parents homosexuels, transsexuels, les foyers monoparentaux, pluriparentaux ou les couples libres, ou encore le phénomène No Kid, c'est une nouvelle étape dans l'idéologie de l'émancipation. Le libéralisme et la modernité ont presque détruit toutes les anciennes communautés organiques en Occident. On ne vit que dans des sociétés contractualistes. Le peu de communautés organiques occidentales qui ont survécu, on essaye de les briser avec le multiculturalisme et le métissage. La famille nucléaire est la dernière communauté organique encore debout, celle qui transmet le passé et freine l'émergence de l'homme nouveau. Déjà dans les discours des Jacobins et de Jean-Jacques Rousseau, on a mis en place les bases pour que les enfants deviennent ceux de l'État au lieu de leurs parents. Les communistes sont allés jusqu'à arracher les enfants à leurs parents ou à les pousser à dénoncer les parents au KGB. Le marxisme voulait supprimer la famille et le totalitarisme communiste a essayé de le faire pour remplacer l'autorité du père par celle de l'État. Puis en mai 68, on a voulu instaurer la démocratie dans la famille en traitant les enfants comme des citoyens à part entière sans tenir compte de leur immaturité. Résultat, ça a été une vraie catastrophe éducative. La postmodernité poursuit le même projet de se débarrasser de la famille organique, que ce soit à travers l'intervention excessive de l'État et des experts, ou à travers les expérimentations sociétales qui méprisent toute notion d'écologie humaine. Les réactions de la droite contre les mariages homosexuels, la transsexualité, la PMA ou la GPMA s'inscrivent dans la défense de cette dernière communauté où l'homme peut encore s'enraciner, à savoir la famille traditionnelle. Ce n'est pas tant de la transphobie ou de l'homophobie, même si ça peut le devenir. Avant que les revendications LGBTQ ne s'infiltrent dans tous les domaines comme l'école, pour beaucoup de gens, l'orientation sexuelle était un non-sujet, qui relevait de la vie privée et non du débat public. L'hostilité a commencé quand la société s'est sentie sous attaque comme un réflexe d'enracinement. Pourquoi les démiurges triomphent? Ce qui a fait beaucoup de mal au camp des jardiniers et qui a donné l'hégémonie au camp des démiurges, c'est le nazisme qui fut à la fois une perversion de l'enracinement et un héritier du démiurge. Car n'oublions pas que Hitler, tout comme Mussolini et leurs amis, étaient socialistes au départ, et donc leur univers mental était habité par l'utopie prométhéenne. Ils ont non seulement poussé les particularités à leurs limites les plus toxiques par réaction contre l'individualisme, mais qui plus est en y ajoutant le fantasme de la table rase des Jacobins et leurs méthodes totalitaires. Ces dérives ont clairement renforcé le désir d'égalité et d'émancipation. Généralement, on regarde les guerres du XXe siècle comme un combat entre le monde libre et le totalitarisme. Cet angle est vrai, mais incomplet. Il ne décrit que la première phase. Une fois le nazisme vaincu, la guerre froide a opposé communisme et libéralisme. Deux versions de l'émancipation qui se disputaient sur la meilleure méthode. Les libéraux et sociodémocrates pensaient que la liberté individuelle, dont la liberté de marché, étaient les meilleurs outils pour effacer les particularités et atteindre l'égalité. Les communistes, eux, misaient sur le totalitarisme et le capitalisme d'État pour aller plus vite. Ce n'était pas un affrontement entre individualisme et collectivisme, mais entre deux formes de capitalisme, deux types d'individualisme, deux versions de l'égalitarisme. L'objectif était le même, la logique aussi. Le communisme voulait juste y arriver autrement et plus vite. Bien avant le nazisme et le fascisme, les abus des anciennes particularités avaient largement contribué à délégitimer les particularités en général. Les excès de la féodalité en France et en Russie ont provoqué des révolutions totalitaires. Mais les nationalismes du XXe siècle
ont encore plus dégoûté. La postmodernité ne supporte plus aucune domination particulière, il suffit de peu pour qu'elle décide que tel groupe d'appartenance abuse. C'est pourquoi les liens sont de plus en plus rapidement brisés. Les droits de l'homme contre les droits du réel. En réalité, le projet égalitaire n'a pas aboli les différences de classe. Il en a redéfini les critères. Avant la postmodernité, l'homme du peuple était moqué par les élites pour sa grossièreté. Avec la modernité, il est rejeté s'il refuse de suivre le programme d'émancipation des Lumières, un programme théorisé qui décrit l'idéal de civilisation à atteindre. La civilisation est devenue coupable dans tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle était et ne mérite d'être défendue que si elle atteint la justice parfaite, comme disait Jean-François Ravel. C'est encore comme si les Occidentaux étaient hantés par des idées chrétiennes transcendantes et sont tourmentés de ne pas pouvoir les matérialiser dans l'immanence. Les Lumières écossaises avaient compris les dangers du progrès et de l'émancipation. Ils peuvent déshumaniser, dévaloriser les vertus et effacer le lien social. La Révolution américaine, qui s'inspire des Lumières écossaises, reste ancrée dans la réalité. Elle savait que la promesse la plus belle ne pouvait ignorer l'homme tel qu'il est. Mais les Lumières et les révolutionnaires français voulaient passer de l'ombre à la lumière. Ce prométhéisme français a inspiré le communisme, le fascisme et l'Occident postmoderne. Il est dangereux parce qu'il est faux, il est idéologique. Comme l'a expliqué Hannah Arendt, l'idéologie finit toujours par mener une croisade contre le réel. Les régimes totalitaires, tout comme les démocraties postmodernes, gouvernent en se basant sur une théorie qu'ils considèrent comme une vérité absolue à imposer partout sans débat. Hitler pensait que la masse ne réfléchissait pas et que les élites devaient penser pour elle. Dans Mein Kampf, il la traite de matériel humain à malaxer. Certes, le programme d'Hitler ne visait pas l'émancipation, mais il a hérité de sa foi dans l'idéologie, la pseudo-science et la révolution. Le communisme, pour sa part, a cru qu'il défendait les intérêts des classes populaires et pensait avoir le soutien du peuple. Mais Lénine a vite compris que le peuple ne voulait pas faire la révolution. Au contraire, il voulait vivre comme les bourgeois. La paysannerie était tout sauf révolutionnaire. Elle tenait à sa terre, sa famille et sa religion, tout ce que la révolution voulait supprimer. Confrontée au réel, la dictature du prolétariat s'est transformée en dictature contre le prolétariat. Dans les démocraties postmodernes, le peuple est respecté parce qu'il est à la base de la souveraineté et des décisions politiques. Le socialisme y ajoute une compassion pour la classe populaire, mais la postmodernité ne valorise le peuple que tant qu'il adhère à l'idéologie de l'émancipation. Vers les années 90, les élites réalisent que de plus en plus de gens ne soutiennent pas leur projet. C'est alors que les élites se révoltent contre le peuple, selon l'expression de Christopher Lasch. Depuis le début du XXIe siècle, ceux qui s'opposent sont traités de fascistes et ceux qui portent les voix de ses opposants sont appelés péjorativement populistes. Lors des élections européennes de 2014, la principale menace pour les projets émancipateurs de l'Union européenne venait des peuples. On se dit démocrate, mais si un peuple ne vote pas comme il faut, c'est-à-dire s'il rejette les projets européens, on le fait voter à nouveau jusqu'à ce qu'il accepte. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a dit « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Le projet européen se situe donc au-dessus de la démocratie et des peuples. Si un peuple décide d'une mesure que l'idéologie européenne n'approuve pas, comme les Suisses avec les minarets, il est ridiculisé et discrédité. Les réponses des Polonais ou des Irlandais sur des questions de mœurs sont souvent moquées. Les théories de la déconstruction expliquent au peuple combien tout son univers mental est inconsciemment raciste, homophobe et misogyne afin de lui faire perdre confiance en sa légitimité et sa compétence. On utilise habilement les sondages. 70% des gens soutiennent le mariage gay, donc cette loi est justifiée. Mais quand 70% des gens soutenaient aussi la peine de mort, ça ne l'a pas empêché d'être aboli. La voix du peuple est un prétexte, utilisé seulement quand ça arrange la vision émancipatrice.
Le peuple, qui n'est pas assez intellectuel pour comprendre l'idéologie, comprend mieux que l'élite, grâce à son bon sens, que l'émancipation extrême vers une liberté abstraite est une fable qui ne peut finir qu'en désastre. Il est souvent brutal et maladroit, il résiste à une chose qu'il ne comprend pas et défend des choses qu'il ne comprend pas davantage, car il a mieux que l'intellect, il a l'instinct. L'équilibre entre l'arbre et la pirogue. Le nazisme voulait un holisme total, et le communisme marxiste voulait un individualisme total. Si les deux totalitarismes ont été extrêmement violents, c'est parce que chacun voulait exclure l'autre, alors que l'humanité a besoin des deux. L'individualisme ne peut pas remplacer complètement le holisme, tout comme le holisme ne peut plus suffire. Il suffit de voir comment les pays non occidentaux se précipitent vers la modernité dès qu'ils en ont un aperçu. Mais l'Occident postmoderne n'a pas compris sa leçon. Au lieu d'en finir avec l'idéologie, il élimine ses racines en sacralisant l'émancipation. Le premier signe de cette sacralisation, c'est le traitement très différent réservé aux deux totalitarismes. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Le bien n'est pas juste une accumulation de valeurs bonnes, mais un équilibre. L'amour d'une mère abusive est destructeur. L'amour de la patrie qui a mené à la boucherie de la guerre 14-18 a délégitimé le patriotisme. Les valeurs traditionnelles comme le travail, la famille et la patrie ont été profanées par le fascisme et l'extrême droite qui les ont instrumentalisées au point de les rendre inutilisables. L'égalité en dignité est l'une des plus belles valeurs de la culture occidentale, mais l'égalitarisme détruit tout sur son passage, y compris la foi dans l'égalité. Cela nous ramène à la question principale qui divise les démiurges et les jardiniers. Y a-t-il des limites à l'émancipation égalitaire? Si oui, où sont-elles? Pourquoi y aurait-il des limites? Comment l'émancipation pourrait-elle aller trop loin? Peut-on vraiment avoir trop d'égalité? À ces questions, les démiurges répondent par la métaphysique de l'illimité et les jardiniers par la métaphysique de la limite. C'est le troisième angle du clivage gauche-droite vu à travers les lunettes de la philosophie et qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez partager, vous abonner, activer votre clochette, laisser un j'aime ou un commentaire auquel je tenterai de répondre dans une FAQ et aussi faire un don sur Ko-fi. Vous pouvez suivre la chaîne sur Facebook et sur Instagram et réécouter cette vidéo en podcast, ça m'encouragerait vraiment. Merci.